On se retrouve en ce lundi soir pour le résumé de la troisième semaine de College Football. Je suis aujourd'hui en compagnie de Ryan. Salut Ryan. What's up, boys? De Kevin. Bienvenue Kevin. Wesh la zone. Ouais, là on est passé des États-Unis au 9-3. Eh oui, Je te jure, gros, on est où là? c'est un grand écart de TTP. Le 9-3, ça, la transition est toute trouvée parce que ça trash talkait bien du côté de LSU et South Carolina. J'ai vu Major Burns qui faisait des grands signes à des gamins de 10-11 ans qui eux-mêmes leur faisaient des L à l'envers là. Le Ah, L moi de j'ai LSU. même vu pire, hein. J'ai vu des T'as gamins vu de du moins genre d'une dizaine d'années qui lui faisaient des gros doigts. Non mais c'est ça. Bref, comme vous pouvez comme vous pouvez vous y attendre, pardon. Nous commençons avec une rencontre de sexe, celle qui était diffusée sur beIN Sport et qui accueillait d'ailleurs l'ESPN College Game Day. C'est la réception par South Carolina de LSU. LSU alors classé 16e à l'IP Poll. Et le moins qu'on puisse dire, Ryan, c'est que le match a été intéressant de bout en bout, j'ai envie de dire, même si vous avez dû Ah, overcome, on a ramé, hein. revenir d'un gros déficit de points jusqu'à un moment du match où vous étiez mené de 17 unités. Ouais, je vais pas te mentir, on a ramé, hein. C'était dur, hein. Même mentalement, hein. Le match il s'est terminé, j'ai fini un petit peu épuisé. Mais en vrai, réagir à ce match à tête reposée, ça donne quand même pas mal de boulot parce que finalement, on a vraiment vu deux visages complètement différents, aussi bien du côté de South Carolina que de LSU. Je préfère être honnête, hein, regardez, perdez pas votre temps à regarder le match, regardez un condensé, regardez un highlight, ça sera très bien parce que il y a du bon et il y a du moins bon des deux côtés. On a vu un LSU qui était vraiment mais crado. Maintenant, faut voir aussi une chose, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide? Parce que certes, on a été dégueulasse et on a été dégueulasse aussi bien offensivement que défensivement que sur Special Team. Malgré tout ça, on trouve quand même le moyen de revenir face à une défense de South Carolina qui, moi, me plaît énormément cette année, que je trouve très agressive, euh, très dure sur l'homme, très physique, mais qui finalement, sur la deuxième mi-temps, est un petit peu tombé du mauvais côté en devenant un petit peu un stéréotype, c'est-à-dire qu'elle s'est peut-être même montrée trop agressive par moment, ce qui du coup a permis à l'attaque de LSU de s'ajuster un petit peu et de trouver quelques petites fenêtres de big play à droite à gauche. Tu penses Euh, notamment au flag en fin de match? Est-ce que mais même pas est-ce que forcément, tu as tu eu du vois, feedback que tu dis? j'allais y revenir. C'est surtout, je pense, individuel, hein, parce qu'il faut savoir que la plupart des flags qui ont coûté très très cher à la défense de South Carolina viennent de la même personne. Ils viennent du defensive end Kienard, qui en plus est un senior. Euh, alors, ça choquera personne, hein, un defensive end de sec, un petit peu Golemont. On en a chaque année. Là, vraiment, pour le coup, il a fait très très mal à son équipe, mais je suis pas sûr qu'il cristallise à lui seul en fait toutes les raisons de la défaite de South Carolina. Il faut aussi savoir que je crois qu'en deuxième mi-temps, il y a la stat assez lunaire qui est sortie avec seulement 4 passes envoyées de la part de l'offense de South Carolina sur toute la deuxième mi-temps. Donc il y a plein de petites choses à décrypter ça et là. Donc comme j'ai dit, côté LSU, est-ce que tu vois le verre à moitié plein en te disant que malgré le fait que tu sois dégueulasse sur tes 3 escouades finalement, tu finis quand même par remporter le match contre une équipe qui est un petit peu piège, hein, South Carolina, ils sont vraiment pas forcément faciles à jouer. En plus, c'était chez eux. Ou est-ce que tu le vois à moitié vide en te disant que vraiment LSU c'est dégueulasse et que contre des équipes un petit peu plus solides ça passera pas? Je sais pas, il y a encore beaucoup de boulot finalement dans cette équipe de LSU, mais qui dit beaucoup de boulot dit aussi que tu as une marge de progression. Donc est-ce que le LSU d'aujourd'hui, et d'ailleurs on sait que les équipes de Brian Kelly, depuis qu'il est là à LSU, c'est un petit peu le cas, hein, c'est LSU monte en puissance tout au long de la saison. Donc à voir, franchement à voir. Mais il y a vraiment pas mal de choses à décrypter sur ce match et des deux côtés. Franchement, c'était un match très intéressant sur le papier et honnêtement, il a vraiment tenu ses promesses, je trouve. Peut-on expliquer le fait que South Carolina ait moins lancé de ballon en seconde mi-temps par la blessure de la Norris Sellers, qui a été remplacée par Robbie
Ashford, ancien quarterback d'Oregon, qui pourtant, Kevin, contredis-moi si, enfin je parle sous ton contrôle, qui lui est capable de lancer. Alors, il y a capable de lancer, oui, parce que c'est un quarterback de college football. Maintenant, Ryan, toi et moi, on a entendu la même chose pendant qu'on regardait le college football, si je dis pas de bêtises. C'était à propos de Ashford Ouais, que ça parlait. honnêtement, je préfère pas en parler parce qu'il me semble qu'Elio a été assez virulent là-dessus. Je sais plus si c'était Ouais. dans le 1-2-6 ou dans le dernier épisode, je sais plus. Mais en Donc, gros, enfin, Ashford, non, enfin, moi je le connais, c'est un ancien joueur de baseball aussi au Oregon. Il est pas connu pour être le plus gros lanceur. C'est un peu comme Ty Thompson à Tulane, quoi. Quand on le fait rentrer, c'est pour courir avec le ballon. C'est pas un excellent passeur non plus. Donc en soi, ça s'explique. Et puis on sait comment fonctionnent aussi les entraînements, les splits de reps. C'est que tu te doutes que ben le game plan, il est pas forcément fait pour lui. En fait, le game plan de la semaine. Donc Après, j'ai l'impression que ça fonctionnait bien la course aussi contre vous. Hein. Donc peut-être que je suis un peu déçu, hein. j'ai un peu de mal en fait à voir ça dans le sens où 243 yards de la course pour South Carolina. Vas-y, Ryan. ouais. J'ai un petit peu de mal à voir ça aussi dans le sens où finalement, en fait, en disant ça, t'as l'impression que la Norris Sellers est un passeur de fou, alors Oui, c'est que vrai, alors que c'est pas forcément le cas non c'est plus. pas forcément le cas. À la passe, il est assez crado et finalement, les fois où il s'en sort et où il crée également du gain, C'est au sol. c'est grâce à ses jambes. Donc finalement, non, 88 yards, 2 touchdowns, dont une grande course de 75 de yards. Il me semble que 75 yards, ouais. c'est celle qui mène un de ses touchdowns. Non, mais il met un Exactement. touchdown. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à voir ça. Non, je pense que juste le game plan est à un moment, comme je te dis, je trouve que South Carolina s'est un petit peu enfermé dans son personnage. C'est-à-dire que Ino dominait effectivement à la course avec effectivement Gus a rappelé les stats totales. Mais sur ces Je pense stats totales, ils ont juste voulu faire tourner le chrono, tu penses? bah excuse-moi, mais quand sur une deuxième mi-temps, tu es à 4 passes seulement envoyées, je veux bien qu'on soit dégueulasse en défense, mais à un moment donné, tu restes en sec, tu restes excuse-moi de le dire, hein, mais tu joues LSU, tu joues pas l'équipe du coin, tu vois. Encore une fois, on a beau jouer de manière dégueulasse, bah, c'est pas Rijon, c'est pas Valladolid, pour citer les grands penseurs. Et je pense que, ouais, appeler seulement 4 passes, t'as été cordo off, Kevin, tu sais que même si t'es dégueulasse à la passe, et c'est la même chose pour les équipes qui jouent que de la passe, tu peux pas, en fait. Au bout d'un moment, les défenses finissent par se resserrer. Il faut que tu gardes la défense honnête. C'est ça, et c'est le problème que j'ai, c'est-à-dire que Gus a rappelé les stats du jeu au sol de South Carolina. Effectivement, on s'est fait marcher dessus, mais dans ces stats-là, il y a deux énormes big plays qui sont la course de 75 yards de la Norris Sellers, mais tu as aussi une course de 66 yards de Raheem Sanders. Déjà, tu mets juste ces deux-là bout à bout, et en fait, ça te fait le gros des stats au sol, tu vois. Et je trouve ça dommage de la part de South Carolina. Je pense que s'ils avaient un petit peu gardé cette défense, tu vois, sur les talons, et justement dans l'expectative de pouvoir avoir de la passe, mais effectivement de pouvoir voir Robbie Ashford sur les jeux de passe appelés qui va chercher des yards au sol, peut-être que ça aurait pu, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, je sais pas, mais je trouve qu'en fait, oui, d'un côté, tu as LSU qui a su remonter un déficit de 17 points et qui a su montrer des choses, même en étant dégueulasse, qui a su aller arracher cette victoire à l'extérieur. Mais d'un autre côté, South Carolina n'a pas forcément mis toutes les pièces de son côté pour pouvoir aller chercher cette win, tu vois. Moi, je sais que j'en ai parlé dans le 1-2-6, que j'attendais un peu le duel entre Stewart et votre paire de tackle. J'ai pas l'impression d'avoir tant vu Stewart que ça, donc je pense que vous avez fait un sacré taf pour l'éteindre, parce que j'ai pas l'impression qu'il a autant pesé sur le match que d'habitude. Alors oui et non, Kevin. Après, je te laisse continuer, mais Vas-y. juste, par exemple, Will Campbell, qui est annoncé comme l'un des top tackles de la prochaine draft, Ouais. il nous sort quand même une de ses prestations en termes de pass blocking les plus mauvaises depuis qu'il est à LSU. Ça reste très honnête, hein, mais c'est pour montrer que vraiment il a eu du mal. Du côté d'Emery Jones, par contre, il s'en est vraiment beaucoup mieux sorti. D'ailleurs, je crois qu'il a alloué aucune pression de tout le match, Emery Jones. Mais on parle effectivement beaucoup de Dylan Stewart. Mais de l'autre côté, Kennard, il fait aussi un sacré boulot. Non, mais c'est surtout ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que votre game plan, c'était ne pas se faire bouffer par Stewart. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être un peu trop oublié Kennard. Et c'est pour ça en fait, je pense que si vous aviez gardé les choses équilibrées et que vous faisiez confiance à votre tackle, je pense que ça aurait pu le faire. Mais je sais pas. En fait, je sais pas si. Je t'avoue que j'étais d'un œil, hein. Est-ce que vous avez ajouté des chips ou quoi sur Stewart pour éviter qu'ils soient en 1 contre 1 et vous avez laissé Kennard faire le taf en 1 contre 1 de son côté, ou est-ce Clairement. que C'est Clairement. c'était plus c'est comme ça? dire,
C'est dire quel joueur est Dylan Stewart, qui, on le Ouais. rappelle, est un true freshman, Mais il est terrifiant, Gus. de Vraiment, il mettre est terrifiant, autant lui. de non, mais ça prouve la qualité du bonhomme. C'est quand Bah, surtout pour, c'était quoi? C'était son 3e match en carrière. son troisième Quand match, pour premier ton match de 3e SEC. match ouais, pardon. Ouais. Non, et puis avoir ce niveau de respect d'une équipe comme LSU C'est ça, voilà. à ce Mmh. niveau-là pour un true freshman, non, c'est le premier match de SEC. Effectivement, comme tu dis, je pense que ça en dit beaucoup sur le C'était le second. Ils ont bonhomme. Ouais. Ouais. mmh. Et je pense qu'on va avoir cette discussion sur 2-3 autres joueurs pendant l'épisode là. Oui, et puis, vous allez voir que ça va être le fil rouge, aussi tout au long de la saison. Les true freshmen nous semblent particulièrement, performants, du moins sur ce début de saison. Et d'ailleurs, je propose que l'on passe sur le prochain match, sur lequel aussi nous allons parler d'un true freshman, Ryan Williams. C'était, le déplacement de la 4e équipe nationale selon le Lay People, Alabama à Wisconsin, à Madison. Et ça a été une victoire, sans appel, 42-10, pour, le Crimson Tide. On va pas y D'ailleurs, passer Gus, pardon? on avait commencé à voir le match ensemble, il me semble, ou alors on s'était envoyé des messages sur Twitter, je sais plus, et directement, je pense que tu vas parler du gros fait du match, mais qui tout de suite rend cette confrontation qui sur le papier était vraiment sexy et intéressante, ça a Ça tué l'a en fait la rendu rencontre dans l'œuf. Oui, ça a tué la rencontre, ça l'a rendue inintéressante puisque Tyler Van Dyke, le quarterback titulaire des Badgers, s'est blessé, au genou, dès le premier quart-temps. J'ai pas vu de tweet récemment. Est-ce qu'il est blessé pour la saison? Vu la gueule de la blessure, ça me paraît plutôt probable. Je sais pas ce que vous en pensez, Bah, vous c'est quoi? 2, mais C'est sur le hit monumental qu'il prend par derrière là? C'est là-dessus qu'il se blesse? Ouais, sur le hit qui a lieu sur la sideline. En plus, j'ai trouvé Ah non, vraiment bah le hit non, très. c'est pas celui-là que j'ai vu alors. Ok. Non, non, moi, c'est le hit où il se blesse, je l'ai vu, c'est un hit, franchement, ça arrive il est, tard. il est limite sur la sideline. Vraiment, ouais, j'ai trouvé, Ouais. c'était un peu un cheap shot, mais malheureusement, c'est comme ça, la défense, c'est aussi ce genre de choses qui peuvent te faire influer un match. Kevin, tu le sais, moi-même, en tant que joueur, ça m'est déjà arrivé. Bah voilà, tu as une opportunité qui se présente, le joueur est pas tout à fait sorti, bah tu vas, et en plus, c'est un Ouais. QB. Donc tu y vas d'autant plus fort parce que tu sais à quel point psychologiquement, même si tu le blesses pas et que tu vas pas pour le blesser, mais tu y vas aussi pour rentrer dans sa tête et lui faire comprendre que voilà, ça va être une après-midi très compliquée. Mais ouais, j'ai trouvé ça limite, tu vois. Quoi qu'il en soit, voilà, perdre ton quarterback, titulaire quand tu affrontes Bama à la maison, c'est rédhibitoire et on l'a bien vu sur le score final, 42-10. Une marge de 32 points, bah, c'est, la plus large défaite pour les Badgers à domicile depuis, 2008. Et du côté d'Alabama, on doit retenir 2 noms. Ou alors si une performance collective de la ligne offensive qui a été meilleure que lors des 2 premiers matchs, mais parce que ça a coïncidé avec le retour de Kadrine Proctor. J'allais oublier son nom, vous savez, c'est celui qui a fait le yo-yo entre Iowa et Alabama. C'est d'abord Jalen Milroe, le quarterback. 12 passes complétées sur 17 pour 196 yards et 3 touchdowns, plus 75 yards et 2 touchdowns à la course, qui a été très très bon et qui a reçu les honneurs, de l'AP en tant que meilleur, joueur, de la semaine de la week 3. Mais surtout, et là j'en reviens à ce que je disais, au début sur les true freshmen, bah, c'est le true freshman de 17 ans, Ryan Williams, qui, de match en match, devient une superstar, à vrai dire. Bon, sur cette rencontre-là, il a réceptionné, seulement 4 ballons, mais ça a été pour, 78 yards et un touchdown. Heu, il est déjà le receveur, numéro 1 d'Alabama. Et je sais, je me souviens, on a eu l'habitude, nous 3 particulièrement, de se plaindre ces dernières années du manque de receveurs à Alabama. Enfin, ces 2 dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Ryan Williams est enfin, le nouveau receveur numéro 1 d'Alabama? Bien sûr, bien sûr. Sans aucune contestation possible, et notamment l'arrivée de Bauer fait du bien. On a vu qu'il était capable d'attirer des gros noms au poste de receveur et en plus de derrière les développer. Donc je pense que ça va faire énormément de bien à Alabama. Tu sais aussi comment ça marche, hein, la hype à certaines positions dans le college football.
Là, avec l'explosion de Williams, d'ici 1 an ou 2, on peut s'attendre à avoir d'autres gros receveurs arriver à Bama. Donc c'est du tout bon. Je vais laisser après Kevin donner son avis là-dessus, mais par Mais contre, j'aimerais. une telle maturité à 17 ans, être si important à 17 ans dans un effectif qui en général est tellement profond que les receveurs mettent toujours 2-3 ans avant d'avoir ce rôle, c'est comme assez exceptionnel. Après, peut-être que Kalen DeBoer, dites-moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Peut-être que lui le voit différemment d'un Nick Saban. Moins. Et encore, enfin, je dis ça sans certitude parce que Nick Saban avait l'habitude tous les ans de faire jouer les joueurs les plus talentueux, quitte à mettre des joueurs très très jeunes. Ça, je sais que c'est ton mantra, Ryan. Mais voilà, quoi. Peut-être est-ce que sous Saban, Ryan Williams aurait eu autant de responsabilités dès les premières rencontres, je sais pas. Peut-être pas. Après, je pense que Saban, il a aussi montré ces dernières années qu'il était capable de mettre sur le terrain des freshmen quand il les sentait prêts. Donc, C'est aucune tout à fait idée, la tu vois. force de l'homme. J'ai pas envie de, tu vois, de tirer de plan sur la comète ou de m'inventer des trucs ou je sais pas. Je sais pas si Saban avait été là, ça aurait peut-être été une histoire différente ou peut-être que Williams aurait quand même explosé parce que, bah, comme tu l'as dit, il faut rappeler que Bama ces dernières années au poste de receveur, c'est pas Jojo, quoi. Donc forcément, si tu vois un mec qui brille aux entraînements, qui te fait big play sur big play sur big play, qui montre son importance dans le jeu, je pense que jeune ou pas, au bout d'un moment, Saban lui aurait donné des responsabilités. Après, peut-être il aurait maintenu un nombre de snaps un petit peu plus bas, j'en sais rien, tu vois. Honnêtement, je sais pas. On sait que Saban, c'était quand même un gagneur avant tout, tu vois. C'était tout pour la gagne. Et s'il sait qu'il a un jeune qui est capable de lui faire gagner des matchs, j'ai du mal à le voir retenir ce jeune, tu vois. Surtout si de son côté, Williams est exemplaire, tu vois, au niveau de ses présences en cours, aux pratiques, parce que ça, on sait que ça comptait pour Saban. À partir du moment où le joueur il fait la part des choses, jeune ou pas, Saban laissait les freshmen s'exprimer. Hein. On l'avait vu avec Dallas Turner, avec Will Anderson. Donc, je sais pas. En tout cas, Ryan Williams et ses coéquipiers devront garder cette discipline parce que, bon là, la semaine prochaine, ils ne joueront pas avec une bye week, mais dans 2 semaines, dans la nuit de samedi à dimanche, donc le 29 septembre, Alabama recevra Georgia et ça sera le choc de cette week 5 de college football. On a déjà hâte d'y être. Et justement, du coup, Gus, je voulais dire un truc avant qu'on reparte sur Williams, mais je voulais votre avis. Parce que moi, tu sais que j'adore Kellen DeBoer, donc j'avais vraiment des espoirs sur le fait qu'il puisse relancer un petit peu Bama, mais je m'attendais pas en fait à ce que ça clique aussi vite. Du coup, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus, parce que est-ce que vous, de votre côté, vous pensiez que Bama, ça repartirait aussi vite? Moi, je pensais vraiment que, tu vois, sa première saison, ça galérerait un petit peu plus que ça, tu vois. Bah, je pense que les 3 premiers matchs ne disent rien parce que la semaine dernière, certes, tu bats South Florida 42-16, mais au final, on se rend compte en fait qu'ils ont marqué les 28 points dans le dernier quart-temps. Là, face à Wisconsin, tu as le meilleur joueur de Wisconsin, ou du moins le plus important, qui se blesse dès les premières minutes. Est-ce que ces 3 premières rencontres sont en dit suffisamment pour avoir un avis? Enfin, moi, de mon côté, non, je peux pas me prononcer maintenant encore. J'attends de voir Georgia. Bon, c'est un peu, c'est pas très sympa quand même parce que si ton premier test c'est Georgia, si tu passes au révélateur devant Georgia, bah t'as quand même de grandes chances d'être déçu. Mais on en saura plus dans 2 semaines qu'on en sait là depuis le 1er septembre à mon avis. Ouais, moi, je pense que Georgia, c'est un faux test. Je pense que Georgia, c'est un faux test pour tout le monde. Tu peux pas baser la santé d'une équipe sur un match contre Georgia. C'est pas fair pour l'équipe, je trouve. Par contre, ils ont une deuxième partie de calendrier. C'est at Tennessee qui est numéro 6, contre Missouri qui est numéro 7, at LSU qui est numéro 16. Bon, après, ils ont leur match contre Mercer A&M Cooking Academy, là. Et ensuite, at numéro 15, Oklahoma. Ils ont une deuxième partie de calendrier qui sera beaucoup plus révélatrice et beaucoup plus parlante
de de la de la potentielle tournure de l'ère de bord. Mais ensuite, voilà, c'est quelque chose qu'on reprend souvent quand il y a un changement de coach où on essaie de trouver des excuses. C'est ouais, il a quand même c'est quand même un roster de Nick Saban qu'il a, quoi. Donc après, oui, je me doute que il faut quand même une qualité de coach parce que Nick Saban, il y avait un aura autour. Tu coaches pas Bama pendant autant d'années avec autant de succès sans avoir une certaine aura et réussir à prendre ces gars-là qui avaient l'habitude de Saban, qui ont été recrutés pour la plupart par Saban, c'est quand même, je pense que ça en dit quand même assez sur le type de coach qu'est Kellen DeBoer. Et je pense qu'il y a moyen qu'il continue dans ce qu'il a fait depuis avec ses piges à Fresno State ou à UW. Ça a toujours été un coach qui a su gagner, ça a toujours été un gagnant et là maintenant tu le mets dans le programme le plus successful du college football depuis 20 ans. Il y a pas de raison que ça clique pas en fait. Mmh. Et On sinon se je posait voulais on se juste posait des questions sur, sa culture avec le sud des États-Unis, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est après Georgia qu'on en saura plus. D'ailleurs, tu as aussi trouvé la transition, Kevin, parce que Georgia, la semaine prochaine, sera aussi en bye week, avant d'affronter Alabama. Ça veut dire que voilà, les 2 équipes auront 2 semaines pour, préparer la rencontre, pour, voilà, pour préparer une rencontre en sommet entre 2 des plus gros programmes de ces, 10 dernières années. C'est l'occasion de parler de Georgia pour le coup. Georgia qui a survécu face à Kentucky en ne gagnant seulement que d'un point, 13-12. Tous les ans, Georgia nous offre une rencontre de ce type, un match où en fait la décision se fait très tard dans le quatrième quart-temps. Il y a 2 ans, c'était face à Missouri, rappelez-vous, où Georgia avait gagné sur un field goal, si je dis pas de bêtises. Et là, ça a été presque pareil hein, face aux Wildcats, parce que voilà, Mark Stoops et son équipe avaient l'opportunité de passer devant les Bulldogs à 2 minutes de la fin. Alors j'ai vu que sur Twitter, parce que j'ai pas regardé le match, je vous avoue qu'un Georgia Kentucky, surtout avec le niveau offensif de Kentucky ces derniers temps, ça me ça me fait pas bander pour reprendre un coach corse. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu cette statistique, les gars? Brock Vandagriff, le quarterback de Kentucky, est le 17e quarterback de SEC au niveau des stats en yards lancés, alors qu'il y a 16 équipes en SEC. Donc ça veut dire qu'il y a un quarterback numéro 2 en SEC qui a lancé plus de yards dans les airs que lui. J'ai trouvé ça assez marrant et révélateur au final de ce Kentucky-là. N'empêche que Kentucky a une très bonne défense depuis que Mark Stoops est là, en fait, et c'est d'ailleurs pas pour rien que les 3 seules fois depuis 5 ans où Georgia a inscrit moins de 20 points à l'extérieur, c'était contre Kentucky, cette année, en 2022 et en 2020. Maintenant, Georgia, voilà, reste cette grande équipe qui est capable d'assurer sa série record en college football de 42 victoires consécutives en saison régulière, dont 28 en SEC. Évidemment, en saison régulière, on enlève la finale de conf d'Alabama de l'an dernier. Ouais, les Américains sont assez forts pour faire parler les stats comme ils l'entendent, comme ils veulent les faire voir au grand public. Mais cette défaite a une conséquence pour Georgia, c'est que les Bulldogs ne sont plus premiers de l'AP Poll. C'est Texas qui est passé premier. Qu'est-ce que vous en pensez? Texas qui a battu sur un score fleuve UTSA 56-0 ou 56-7 si je ne m'abuse. Tu débat est veux mérité. réagir en premier, Kevin? Ouais, juste d'abord pour le match, c'est vrai que comme tu le dis, Gus, les derniers Kentucky Georgia qui se sont joués à Lexington, ça a toujours été des matchs où clairement fallait miser sur le under, parce que du coup c'était 16-6 en 2022, 14-3 en 2020. Puis même ça a toujours été relativement serré. Et par contre il y a une seule constante aussi, c'est que Georgia gagne quoi. Que ce soit à Athènes ou à Lexington, Kentucky a pas battu Georgia depuis 2009 quand même. Donc c'est assez impressionnant la domination qu'ont les Bulldogs dans cette rivalité, au moins dans ce match-up. Et ensuite, le fait que Texas passe devant, je trouve pas ça hyper scandaleux. Je trouve que Georgia a eu un peu de mal, c'est normal. Texas, ils ont battu le champion en titre la semaine dernière. Là, ils ont montré que c'est un peu ce qu'on dit d'eux depuis le début de l'année, c'est qu'ils ont l'air d'avoir du too deep un peu à toutes les positions.
Et de toute façon, avec une saison qui va potentiellement aller jusqu'à 17 matchs, c'est ce que tu es obligé d'avoir pour aller au bout. Là, ils se permettent de perdre leur quarterback, donc Quinn Ewers qui se blesse, c'est une blessure aux abdos, je crois, ou aux C'est ça, intercostaux. Je ouais. crois que c'est les abdos. Hein. Il est week to week, il joue Louisiana Monroe la semaine prochaine, ensuite ils sont Mississippi State, ensuite en bye ou un truc comme ça, donc ils ont le temps de le faire revenir tranquillement. Et tu peux te permettre de faire entrer Arch Manning qui est parti chercher un bout d'ADN qui est pas du tout dans sa famille, ce qui veut dire d'aller marquer un touchdown de plus de 60 yards en atteignant 21 miles par heure. D'ailleurs, il est parti rigoler en disant que c'était clairement pas son père, mais que ça venait de sa mère. Je trouve ça assez drôle. Mais non, non, c'est impressionnant, Texas. Et pour moi, c'est pas. Si on suit la logique de comment on fabrique les people, pour moi, c'est pas scandaleux que même si attention, ça veut pas dire comment dire. Ah non, pas du tout. Parce que en fait, c'est bilan contre bilan. C'est ça que tu C'est dis. ça. Non, et puis les people, c'est un aggregate, c'est une moyenne de quoi? Il y a combien de votants? Il y a plus de 50 votants? 60, si je dis pas de bêtises. 60. Donc en gros, t'as quand même des gars qui ont mis Georgia premier. Ça veut pas dire que Georgia est nul. Ça veut pas dire que intrinsèquement sur terrain neutre, Texas battra Georgia. Ça veut juste dire que, comme tu l'as dit, bilan pour bilan, effectivement, pour l'instant, Texas mérite d'être numéro un. Tu bats le champion en titre. Personne ne t'a fait ne serait-ce que suer. Bah vas-y, on te met numéro un. Et puis si tu perds un match, on se fera descendre. Y a pas pour moi, c'est pas du tout scandaleux. C'est même logique. J'ai rien à rajouter sur les arguments de Kevin. Toi, Ryan, t'as quelque chose à dire ou tu veux qu'on passe au match suivant? Non, absolument pas. T'as vu, on en a parlé en off quand on s'est vu là ce week-end. Et tu m'as dit Texas passe premier. Je t'ai dit c'est amplement mérité. Grosse frayeur, je pense quand même pour la blessure de Quinn Ewers. Et match tendu, match très tendu. Par contre, j'ai senti quand même les Longhorns sur le début de match. Après, très rapidement, une fois que le score a commencé à couler, je les sentais un petit peu moins tendus. Mais sur le début de match, c'était quand même il y avait de la friction avec les joueurs de UTSA. Je trouvais que Texas rentrait beaucoup dans leur jeu alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Tu vois, quand tu sais que tu es meilleur, t'as pas besoin de te mettre au niveau de l'adversaire, tu les laisses jacter. Et là, non, j'ai trouvé quand même que c'était très, très, très tendu. Donc, à voir. C'est un des seuls petits red flag, et je mets red entre guillemets, hein, vous le voyez pas, mais je fais le signe avec les doigts. Mais attention, on sait que la pression est énorme de la part des fans des Longhorns qui veulent voir justement Texas revenir au top. Quand je vois ça, je t'avoue que juste dans un petit coin de ma tête, j'y pense, je me dis attention, tu vois, quand les matchs vont commencer à devenir coup près, tu vois, au En playoff, fait, on le voit un peu partout, donc je me dis, est-ce que c'est pas devenu la norme pour tous les joueurs? Tu vois ce que je veux dire? c'est possible. C'est possible. On le dit aussi assez Enfin, souvent que les joueurs maintenant, ils sont assez soft. Ils ont beaucoup d'ego mal placés. Donc, je sais pas. Mais juste, tu vois, je le mets dans un coin de ma tête. C'est mérité pour Texas. Je suis content pour eux, mais j'attends de voir. C'est le genre de truc, tu vois, qui peut faire basculer une rencontre de très très haut niveau, oui, le fait de bien perdre ses sûr. Et nerfs. puis, Donc, attends, les exemples ont été nombreux les dernières années. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie pour Guillaume, mais Marco Wilson est un bon exemple oui. de, euh, de ce genre d'attitude qui nuit au collectif. D'ailleurs, Ryan et Kevin, big up à Longhorns France, là, qui devrait partir cette semaine du côté d'Austin pour voir les deux prochains matchs ou le prochain match de Texas. Euh, Salut à toi. On reste en Ouais, kiffe bien. sec où Kiffe bien. il y avait un duel de classés c'était le seul duel de classés de ce samedi, parce qu'il y en avait un autre dans la nuit de vendredi à samedi, c'était Kansas State contre Arizona. Je vous invite à aller écouter One to Six, c'est en replay sur Twitch. Vous n'avez pas besoin d'être abonné pour y avoir accès. C'était le déplacement de Boston College, 24e à Missouri, 6e. Et ce sont les Tigers qui se sont imposés 27-21. Alors, je suis un peu embêté parce que c'est un match dont on devrait parler, mais il s'est pas passé grand-chose. Les deux coachs ont confessé à la fin de la rencontre que c'était deux performances plutôt mauvaises. On pourrait dire que Missouri s'est fait peur en fin de premier quart-temps, enfin en début de deuxième quart-temps. Boston College menait 14-3. Mais voilà, Missouri a repris la main sur le match en interceptant deux fois Thomas Castellanos qui, malgré ses deux interceptions, a fait un bon match. Il a lancé une très très belle balle pour un très très beau touchdown
de si je dis pas de bêtises, Reed Harris. Mais au final, voilà, c'est Missouri qui s'impose avec un très très bon Nate Noel. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était le running back d'Appalachian State avec 121 yards, mais en revanche pour aucun touchdown. On a fini ce petit tour de sec. Enfin, nous allons parler de deux autres programmes, mais ça sera dans une rubrique, dans la rubrique des nullards. On va passer en Big Ten avec, c'est toujours aussi bizarre de le dire, un match de Big Ten au Rose Bowl. C'est la victoire d'Indiana chez les Browns, 42-14. Alors, déjà, c'est la première défaite en Big Ten pour UCLA. UCLA ouvre son ère en Big Ten avec une défaite quand même très très lourde, mais c'est aussi la plus large victoire de conférence d'Indiana depuis 2001. 2001, voilà, ça fait quand même 23 ans maintenant. Et ça permet à Indiana de passer à un bilan de 3 victoires pour 0 défaite. Alors, je ne sais pas si vous avez le calendrier d'Indiana sous les yeux, mais c'est un calendrier qui est quand même très, très abordable. Il faut que je le retrouve, sauf si quelqu'un l'a sous les yeux, pardon. Je l'ai. Non, je t'avoue que moi, j'ai pas le calendrier je l'ai. d'Indiana sous les yeux. Bah oui, Est-ce que Kevin, tu peux le donner ouais, je pour suis que... quand même relativement d'accord avec. Enfin, ouais. Oui, Donc ils sont en bye la semaine prochaine, comme beaucoup d'équipes après leurs 3 matchs hors conf. Indiana? Ensuite, oui, Indiana, oui. Attends, je suis sur le site 2024 football, si c'est ça? Oui, c'est ça. Non, Non, ils non, affrontent ils sont Charlotte. contre Charlotte. Oui, non, il y avait une ligne en fait, pardon, j'ai bugué, je pensais que c'était la bye Ouais. week. Pardon, ils sont contre Charlotte la semaine prochaine. Bon après facile, ils jouent contre Maryland. Ensuite, Northwestern. Par contre, après le match contre Nebraska risque d'être un poil plus compliqué. Washington qui est entre deux eaux, on ne sait pas trop quoi en penser. Michigan State. Ensuite, ils ont une fin de saison un peu plus compliquée avec réception de Michigan et déplacement à Columbus contre Ohio State. Et ils finissent contre Purdue. Ouais, c'est un calendrier qui jusqu'au 9 novembre, jusqu'à Michigan, qui peut être pas mal, hein, en sachant que Michigan, pareil, est encore classé numéro 18 parce qu'ils ont commencé la saison en tant que champion en titre, mais qui rassure toujours pas et qu'à l'heure actuelle, effectivement, je pense que Michigan serait potentiellement favori, mais pas de beaucoup. Ouais, c'est un calendrier qui est pas mal. Un Ouais, calendrier mais qui est pas mal pour eux. ça fait une saison où tu iras chercher certainement un bowl. Ouais, tu peux Pour aller la chercher huit première, neuf victoires, hein. ouais, ah oui, il pourrait. Bon, ça serait une très très belle performance et ça montrerait en fait tout le bien que l'on pense de Kurt Cignetti. Je vous rappelle que c'est sa première année du côté de Bloomington, lui qui était le coach de James Madison. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Et après, on passe au match suivant. Je sais pas si vous avez vu. Lors des Media Days de Big Ten, c'était en juillet. On lui a posé une question sur le match qui allait se passer au Rose Bowl. Et lui, il avait dit que son équipe allait juste se déplacer dans un vieux stade pour botter les fesses de quelqu'un. Et quand je dis ça, ce n'est pas dirigé envers, ça ne vise pas UCLA, c'est notre objectif tous les week-ends. Et bah lui, on va dire que il a mis ces mots en pratique. C'est pas le cas de beaucoup de coachs. Hein, je pense à Coach Prime par exemple. Ah, vous avez vu les gars comment je m'améliore maintenant. Je dis aussi du mal de Deion Sanders, mais j'ai Bien, trouvé Gus, on ça. est fiers de toi. Bienvenue du côté obscur, Gus. Non, moi là, ça fait 3 Bien, matchs. J'ai bienvenue essayé de du donner côté sa chance à. raciste du J'en peux podcast. plus, là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Bienvenue. Ce qui s'est passé avec Shader Sanders, j'ai même pas envie d'en parler Est-ce parce qu'on que peut dire ça pollue. est-ce qu'on peut dire qu'Augustin a cédé une partie raciste du podcast? Oui, parce que n'oublie pas, Gus, que si tu Non, parles mais mal ça de pollue, on Colorado, va pas tu en es parler raciste. parce que ça pollue, ça va polluer ce joli épisode, mais quelle famille détestable, c'est insupportable. Ça devient dur, vraiment. Tu vois, Ouais. j'ai poussé mon coup de gueule la semaine dernière et encore une fois, j'ai pas envie de Je le répète hein, encore une fois parce que c'est vraiment pas notre but. On veut pas taper sur des jeunes, ça reste des gamins, ils sont extrêmement influençables. Mais par contre, Dayon, je vais pas me gêner pour le faire et vraiment, ça devient dur. C'est vraiment l'équivalent de l'Avar Ball dans le football, c'est Sanders et je peux plus. Je peux plus. Et encore, tu vois, Lonzo, bon, lui aussi faisait des clips de rap, d'ailleurs, pas mal. Moi, j'aimais bien ses premiers sons, mais il avait pas cette grande bouche qu'avait Shadir Sanders. Bref, je vous propose de parler
euh, d'une équipe qui nous réjouit tous, c'est Washington State. Et peut-être que Kevin, je peux te laisser la main sur ce match-là. Bah, Washington State est allé gagner à Washington, est allé remporter l'Apple Cup. Euh, c'est quand même un beau symbole. Ouais. Et j'étais le seul à noter dans le 1-2-6 avec ces connards de Ryan, Valentin et Baptiste. J'étais le seul à voir Oiseau gagner la Je te Apple Cup. raconte, j'étais même pas là. Attends, c'était qui? C'était Val? C'était Elio qui était là au 1-2-6? J'étais même Ah pas bah, là si dans le c'était 1-2-6, je un con, t'emmerde. c'était Elio, ouais. Il est malade. Alors je dirais absolument rien sur ce que j'allais dire parce qu'on va encore dire que j'ai cédé une partie raciste du podcast, d'avoir confondu Ryan et Elio. Mais du coup, j'étais le seul, j'étais le seul à voir Oiseau remporter la Apple Cup et je suis extrêmement content. Premièrement pour Washington State parce que c'est une équipe que vous savez que j'aime bien. Deuxièmement parce que parce que c'est UW et que ça fait toujours plaisir de les voir perdre. Non, c'était un bon match, c'est un bon match. C'est une magnifique goal line stand à la fin pour gagner le match, un play call À une au minute dernier de jeu la qui fin. est Hmm. oui, pardon, un play call absolument calamiteux sur le dernier jeu, bénef, on va dire. Mais voilà, UW à 3-0, ça compense un peu la défaite d'Oregon State pour la Tupac. Donc voilà, je suis content. Je suis content aussi que ça fait toujours du bien que dans les rivalités comme ça, de quoi? Kevin, c'est terminé là, Tupac. Ah, maintenant c'est la six pack. Eh mon gars, C'est on est en train de incroyable quand même. renaître de nos cendres. Tu vas Ah, respecter Fumier. c'est vrai que pardon, on est passé de la two pack à la six pack. Ah, pas moi, hein, la conférence, je parle. Je suis pas prêt encore. Mais non, c'est cool Ah, il a et le encore une zéro fois, c'est un pack. bon match. Le QB, c'est quoi? C'est Matière qui s'appelle, je crois. Matière. Et justement que moi, j'ai regardé ce match, évidemment. Euh, il est pas très bon, ce quarterback, mais tu, tu vois, parfois, Je suis il y a d'accord avec des toi. Mais il a quelque rencontres. chose. Il y Il a a des rencontres moi, que tu gagnes pas avec le talent, mais peut-être avec avec le cœur. ta foi dans la Ouais. victoire, tu vois. Et je trouve que ce match l'a bien montré, quoi. Ils avaient envie à tout prix de gagner cette rencontre. Et après, on l'a bien vu à la fin avec le discours à la télé de de Jack Dickert en pleurs, C'est un coach que qui a j'adore en dit plus, Dickert, ouais. que nous allions gagner ce match, non pas parce qu'on les détestait, mais parce qu'on s'aimait les uns les autres. Moi, j'étais Le prêt à pouvoir de prendre l'amitié, mes ça. armes, partir dans le Donbass, je sais pas où, pour lui, quoi, derrière lui. Non mais c'est cool, tu sais, c'est quelque chose qu'on dit à propos du UW et d'Oregon State hein, depuis quelques temps, c'est que c'est des équipes qui sont pas, c'est pas des équipes bâties pour les playoffs, c'est des équipes qui sont bâties avec des rosters de 3 étoiles. Elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont dans le sur le recrutement et c'est des équipes qui ont envie. C'est surtout encore une fois, comme je disais dans le 1-2-6 ou sur la câble la semaine dernière, c'est des équipes qui sont en entretien d'embauche d'1 an là. C'est des équipes qui jouent et puis enfin, même pardon, c'est des programmes. C'est des programmes sportifs entiers et on sait que le foot est la vitrine de la grande majorité des départements athlétiques de première division. S'ils veulent que leur département athlétique obtienne un jumelage avec une conférence, alors maintenant ça a l'air d'être On ça a en l'air d'être parlera un peu mort. justement après, Voilà, c'est ça dans a la l'air d'être un suite. peu mort. Ils ont l'air de recréer la conférence Pacifique, on va appeler ça comme ça. Mais On en voilà, parlera et après, puis si tu veux bien. il faut se dire aussi qu'il là c'est peut-être plus une question d'attirer des conférences pour les accepter eux, mais d'attirer d'autres équipes vers leur conférence à eux. Donc c'est le concept reste plus ou moins le même. Et puis encore une fois, t'es à 3-0, Oregon State qui est pas si dégueu que ça, qui est à 2-1. C'est pas mal. Et puis ils ont des bonnes petites équipes qui vont Bah, rejoindre et puis ouais, ça va et remonter une puis conférence attends, pacifique sympa quoi. puis Kevin, tu bats quand même 2 semaines d'affilée sur la semaine dernière, tu bats Texas Tech Mm. 37-16, et là tu bats Washington. Bah, c'est un excellent début de saison pour Washington State, quoi. Mm. Et d'ailleurs, c'est seulement la troisième fois, j'aurais pensé plus, tiens, seulement la troisième fois que Wazoo remporte l'Apple Cup depuis 2008. Je m'attendais pas du tout à cette statistique. Ah moi ça Alors, m'étonne pas. on va rester dans un match de rivalité qui d'habitude se joue en novembre, mais là qui s'est joué lors de la troisième semaine de college football. C'était la Civil War entre Oregon State et Oregon. Oregon a gagné très facilement le match 49-14. Est-ce que Kevin, tu peux très rapidement nous dire ce qu'il y a à retenir de ce match, si ce n'est en fait que ça y est, Oregon semble avoir lancé la machine. Ça va être archi simple. Je l'avais dit pendant le 1-2-6.
Si Dan Lanning il arrête de faire n'importe quoi avec sa O-line et qu'il stabilise, et ben Oregon ils vont dérouler. Il a arrêté de faire n'importe quoi. Il a mis à l'intérieur Marcus Harper, Poncho et Strother en attendant que Bedford revienne. J'ai plus les stats sous les yeux, mais en gros ils ont marqué plus ou moins sur tout leur drive. Ils ont pas punté du match. Plus de 500 yards en attaque. Dylan Gabriel même pas touché une seule fois alors qu'il a pris 7 sacs sur les 2 derniers matchs. Voilà, il y a rien d'autre à dire. C'est absolument tout reposait sur ça. Et ben, il a stabilisé sa O-line, il a stabilisé son équipe, sa défense a shut down Oregon State en deuxième mi-temps. Voilà, fin du débat. Et d'ailleurs, tu as parlé d'un joueur qui s'appelle Poncho, c'est ça? Ouais. Alors Bah, c'est j'ai appris. c'est le centre parce que j'ai toujours du mal avec les noms des Polynésiens, vous le savez. Je me demande si c'est pas Laolu ou quelque chose comme ça et tout le monde l'appelle Poncho parce que même à Oregon ils ont du mal à prononcer les noms, ce qui est étonnant. Mais oui, c'était le gars qui a remplacé Power Johnson pendant le bowl game l'année dernière et qui était il a passé tout l'été, tout le printemps à prendre les snaps avec Dylan Gabriel et allez savoir pourquoi à 2 semaines du début de saison, Dan Lanning s'est dit et si on changeait tout, ça va être drôle et en fait Gabriel il s'est fait éclater pendant 2 semaines Non, alors mais que là quand il a remis son pote, oui Gus et, excuse-moi. oui, non, mais c'était pas lui le problème de la O-line. Enfin, Ah non, c'est pas lui le problème, c'est le fait qu'ils ont testé 11 combinaisons de O-line sur les 2 premières ouais, semaines, je oui, crois, c'est quelque chose comme beaucoup. ça. En fait, c'était juste un shuffle incessant. Alors après, la raison, le pourquoi du comment, ça, je laisse Dan Lanning. Et ce qu'il s'est dit, c'est 2 matchs qu'on est censé gagner. Tu vas avec la foi que tu vas quand même gagner les matchs malgré ça. Et Pas puis de visiblement, souci. il semble avoir une réponse maintenant. Oui, Donc ça a mais été utile. moi, je pensais qu'il ferait ça pendant les 3 matchs et qu'il mettrait sa O-line titulaire. Il attendait le retour de Bedford et qu'il commence contre UCLA pour le calendrier de Big Ten. Comme je disais, je pense qu'il avait surtout pas envie de faire de. En fait, si les 2 premiers matchs s'étaient mieux passés avec la rotation, il aurait continué. Vu l'état des 2 premiers matchs et vu qu'il joue Oregon State, il sait comment est la fanbase à propos de ce match. Tu peux pas te permettre de faire de la merde et d'encore suer du cul jusque dans les 2 dernières minutes contre les Beavers. Donc je pense qu'il s'est dit viens, on arrête les conneries, on se remet sur le sérieux, on met notre line titulaire, on arrête de faire tourner et on leur roule dessus et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, pour votre culture, j'ai appris hier avec Ryan O'Moose, c'est pas Ryan qui me l'a appris, mais que Poncho, ça voulait dire hot dog pour les Argentins. Les Argentins disent Poncho et non pas hot dog. Voilà, de quoi briller en société. Mais qu'est-ce que je viens foutre dans cette anecdote? On était au Moose ensemble hier, devant les matchs, Mais oui, mais moi NFL. je t'ai jamais parlé de ça. Surtout on sait à quel point Ryan porte l'Argentine dans son cœur. Donc Ah, t'as pas écouté, t'as pas écouté. Why say fuck me for? La Pac-12, vous êtes non sans savoir que la Pac-12 est en état de mort cérébrale pour reprendre les mots du président de la République quand il parlait de l'OTAN. Sauf que la Pac-12 n'est plus en mort cérébrale, les amis. Elle qui était seule avec Washington State et Oregon State voit l'arrivée de 4 nouveaux programmes, Fresno State, San Diego State, Colorado State et Boise State. Ça fait beaucoup de states, d'autant plus que dans ces 4 programmes, tu en as seulement un qui est un vrai state. Hein, oui, dis bien. Boise State is not a state. Maintenant, et c'est là que je vais vous poser des questions, il manque 2 nouveaux membres au minimum pour constituer une conférence NCAA. Il faut au moins 8 équipes par conférence. Ça sera certainement plus. Je pense que ça montera au moins 12. Alors maintenant, il faut aller faire son marché. Évidemment, dans le reste de la Mountain West, je pense que toutes les équipes de Mountain West veulent avoir ce spot. Mais cette nouvelle Pac-12, cette nouvelle conférence Pacifique irait aussi chercher du côté de l'Est, enfin du côté du sud des États-Unis. Et de ce qu'on avait cru comprendre, c'était à l'ouest du Mississippi. Donc en gros, essayer de récupérer des équipes de l'American Athletic Conference et notamment Memphis. Bon, il y a aussi UCF South Florida qui aurait fait exception à cette règle, qui fait exception à cette règle géographique. Bon, qui a été posée un petit peu arbitrairement, mais je pense que c'était pour calmer les fans. Il y Vous, avait, vous il y verriez avait qui, Tulane vous? aussi. Tulane aussi, mais je pense que Tulane, Tulane, c'est à l'ouest du, oui, c'est à l'ouest du, bah oui, c'est à l'ouest du delta, c'est à Alors, l'ouest du delta du Mississippi, non? oui, à 2 bornes près, mais Ouais. oui, Tulane est très très proche de l'embouchure du Mississippi à New Orleans.
Donc on va dire que géographiquement parlant, potentiellement oui. Mais je trouve que c'est 2 bons pics, hein. C'est 2 bons pics, c'est 2 programmes qui sont sur une pente ascendante. Donc après je pense que, vouloir, limiter géographiquement, c'est pas une bonne idée quand on voit comment les autres conférences se sont un peu torchées avec ce concept. Mmh. Hem, je pense que ça les restreindrait trop. Donc je serais pas contre qu'ils aillent chercher effectivement du UCF, par exemple, hein, parce que Non, c'est mais un peu UCF est l'avantage en de ça. Big 12. USF, pardon, oui, Ah, oui. USF, pardon, Oui, oui. Oui, oui, mais South même Florida, oui, USF, parce hein, que UCF, eux, ils ont de la chance, ils sont en Big 12, c'est fini. c'est vrai qu'ils ont bougé il y a quoi? Il y a 1 ou 2 ans en plus UCF, Il y a donc 2 ans, ouais. voilà, donc c'est effectivement ils rebougeront pas, mais Mais après après, quid des retours potentiels de Cal et Stanford qui sont, 2 expatriés, de l'autre côté du pays? Est-ce que si ça se reforme à l'ouest, est-ce qu'ils refont la traversée du pays? Ça, ouais, je mais sais c'est pas. conditionné justement à ce que l'ACC aussi perde Clemson et Florida State, parce que l'ACC est lié par un pacte qui est très contraignant, et c'est d'ailleurs pour ça que Clemson et Florida State payent une fortune des avocats pour essayer de trouver les failles dans ce dit contrat pour s'en Ouais. extraire en fait. Mais moi, la question que je vous pose, c'est que on est d'accord que cette Pac-12 n'a rien à voir avec la précédente. C'est une nouvelle conférence du Group of Five, donc du Group of Six. Et quand tu es un programme comme Tulane ou Memphis, est-ce que rejoindre cette nouvelle Mountain West, à l'exception près qu'en fait tu rajoutes Oregon State et Washington State, qui sont deux équipes de deux minuscules marchés, est-ce que ça vaut plus le coup que de rester en American Athletic Conference? Bah moi je sais pas, et ça me paraît pas si Oui, évident que ça. moi oui, dans le sens où la Pac-12, ça reste une marque, tu vois, ça reste une brand, ça reste quelque chose ça signifie quelque chose. Alors je te dis pas que dès l'année 1 de cette nouvelle conférence, ça va forcément, comment dire, exploser comme certaines années la Pac-12 a pu exploser ou avoir le même charme ou ce genre de choses. Mais le fait est que tu as quand même une différence entre l'américaine et la Pac-12, tu vois. Et je vois ce que tu veux dire, hein. En soi, c'est juste une conférence remaniée, une nouvelle conférence, et on est loin de la Pac-12 d'avant. Mais d'un autre côté, on a aussi le droit de laisser le temps aux équipes de créer leur histoire, tu vois. Et je pense honnêtement que le fait que Wazoo et Oregon State se posent en tant que petit village gaulois, d'irréductible gaulois, bah déjà, ça commence avec une jolie première pierre dans la nouvelle Pac-12, tu vois. C'est la conférence, tu vois, on va parler de ces deux programmes comme étant vraiment les survivants, les mecs qui ont potentiellement fait survivre la Pac-12, tu vois. Moi, j'aime bien, et d'ailleurs, on en avait parlé, je te disais que j'aimais beaucoup une conférence, par exemple, comme la CUSA, parce que leur modèle d'aller chercher des bonnes FCS, de leur donner leur chance, machin, j'aime bien ce délire-là, j'aime bien voir les nouvelles équipes, j'aime bien voir au bout de 2, 3, 4, 5 ans comment les équipes elles évoluent. Bah là, en fait, dans la nouvelle Pac-12, je vais aimer de la même façon, c'est-à-dire que toutes ces petites équipes, tu leur demandes de passer un step euh, en termes de prestige de conférence, même si c'est plus tout à fait la même Pac-12, même s'il n'y a plus le prestige, parce que tu as perdu les grosses écuries. Bah là, en fait, les cartes, elles sont rabattues et tu as possibilité de te réinscrire comme une équipe qui peut s'inscrire dans la durée comme étant une nouvelle place forte de Pac-12. Et comme je te dis, pour moi, la Pac-12, ça reste une marque, tu vois. Ouais, Je mais sais ouais, pas non, comment mais t'expliquer ça, moi tu vois. je suis d'accord, mais pour moi ça sera un argument exclusivement sportif, parce que les directions athlétiques regardent les revenus potentiels et regardent donc les marchés télé. Et quand tu vois la composition de cette nouvelle Pac-12 avec ces équipes-là, les 6, ce sont que des marchés minuscules, quoi. Si, il y aurait San Diego et Fresno State, mais il faut croire que quand tu vois le nombre de personnes dans les tribunes ou les scores à la télé, bah, que pas beaucoup de personnes est intéressées par ces rencontres. Et je vois pas en fait quel est le gain évident pour Tulane et Memphis à rejoindre la Pac-12, à rejoindre cette Pac-12 là, plutôt que de rester en American Athletic Conference. Et je pense que justement c'est là où le bas blesse, c'est que t'as aucune certitude en fait de gagner au change.
Et je Non, pense que bien c'est sûr. J'ai surtout une question. C'est dans le nouveau format de playoff, il n'y a pas 5 auto-bids justement pour les 5 vainqueurs de Power 5 de non, base, il y en a ou est-ce que c'est 4. passé à Power, ou est-ce que ça a été décalé à Power 4 du coup? Il y en a, en fait, il y en avait déjà 4 quand il y avait 5 conférences. C'est juste que c'était les D'accord. 4 meilleures conférences, Ah, c'était les les 4 meilleurs. 4 vainqueurs Ok. de conférences les mieux classés. Ok. Donc, attends. Oui, mais de toute façon, tu seras toujours mieux classé si tu es parmi les 4 conférences de Power 4 que de. Oui, Même Bah, si tu es vaincu sur du c'est groupe of c'est 5, ça. tu es toujours en il y dessous a que du. Ouais. il y a aussi Puis ça, il y a eux, aussi ça. ils ont la 12e place qui est réservée pour eux. Mais après, tu vois, tu disais Gus, t'as aucune garantie, mais ça fait aussi partie c'est un acte de foi aussi, tu vois. C'est t'y Ah, vas, bien sûr, mais si tu as un tu prends le raisonnement risque. économique rationnel, bah, je pense que c'est vraiment pas évident. Après, moi, je Moi, suis je d'accord pense avec toi toujours, sur. moi, je pense toujours que la Pac-12, de par son histoire, de par sa marque, de par toute la narrative que tu peux créer autour de cette renaissance de la Pac-12, je pense honnêtement que ça se vendra mieux que l'American Athletic Conference. Après, je me trompe peut-être, Ah, hein, moi, j'espère tellement que, mais que moi, je ça sera pense, tu vois, raison, hein. je pense. Hmm. Et justement, tu peux un petit peu jouer. Après, encore une fois, hein, je suis pas une des têtes dirigeantes de la Pac-12, mais tu disais que là, justement, sur toutes les équipes, tu as des marchés qui sont assez petits. Encore que Tulane, c'est vrai que t'as LSU qui vampirise un petit peu la Louisiane, mais ça reste quand même la Nouvelle-Orléans et on sait que ça reste des férus aussi de football. Et tu as une fanbase qui est assez hardcore, donc j'attends de voir. Mais Est-ce que c'est même, leur football, tu vois, aussi, là, on parlait mais de géographie, tu vois, il y a plein on de verra. questions. Ouais, non, mais moi, j'espère que ça se fera, hein, évidemment, parce que Mais tu vois, la Pac-12 doit exister, mais. je te Hmm. parlais d'un point de vue marketing. Tu dis que toutes ces équipes-là ont un petit marché, mais même ça, c'est quelque chose où si tu te démerdes pas trop mal, marketingement, tu peux essayer de faire quelque chose avec ça. Que justement, la Pac-12, c'est vraiment une ligue entre guillemets à taille humaine, tu vois, avec justement des petites fanbases, mais vraiment de supporters hardcore, tu vois. Et je me comprends, hein, quand je dis hardcore, c'est pas des ultras, mais peut-être à capter. Vraiment, c'est des petits marchés qui survivent justement avec des fans irréductibles, un petit peu comme Oiseau et Oregon qui sont restés, même si on le sait, c'est un petit peu malgré eux. Mais je pense que tu peux essayer de travailler, tu peux essayer de trouver des axes de vente là-dessus. Je sais pas, mais moi, je suis peut-être naïf, mais en fait, j'ai envie Ouais, d'y croire. oui, J'ai non, mais envie d'y croire, tu vois. oui, et puis c'est parce que la Pac-12 y croit que la Pac-12 a accueilli ces 4 nouveaux programmes. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, chers auditeurs, ce que vous en pensez et quelle équipe vous aimeriez voir dans cette Pac-12 New Look. Moi, je vous propose de repartir sur les autres matchs de la semaine, à commencer sur le Backyard Brawl entre West Virginia et Pittsburgh. Et Pittsburgh a remporté le match au terme d'une remontada pour la deuxième semaine consécutive sur le score de 38-34, hein, parce que Pitt était mené 34-24, donc 10 points de retard à 5 minutes du terme du match. Euh, Eli Holstein, l'excellent quarterback des Panthers, ancien joueur d'Alabama, a inscrit un touchdown sur les 2 derniers drives de son équipe. Et c'est un petit exploit parce que entre 2005 et 2023, donc la saison dernière, Pitt était à un bilan, mais accrochez-vous bien, de 0 victoire pour 72 défaites quand les Panthers étaient menés de plus de 10 points dans le quatrième quart-temps. Donc ça veut dire que sur toute cette période-là, sur cette période de 18 ans, à aucun moment où Pitt était voilà, mené de plus de 10 points, bah, ils ont réussi à remporter la rencontre. Et là, cette année, bah, ils sont à 2 victoires pour 0 défaite dans cette situation. C'est assez ouf, je trouve. Et cette explication, voilà, on la doit certainement à ce duo offensif, avec d'abord bah, le quarterback Eli Holstein qui arrive d'Alabama, qui sort un match à 301 yards et 3 touchdowns, et au coordinateur offensif, Kate Bell, qui vient lui de Western Carolina, une équipe de FCS, et qui est en train voilà, de se constituer lui aussi un stock, et ça m'étonnerait de le voir rester à Pitt très très longtemps
avec de telles performances, surtout qu'il me semble qu'il est plutôt jeune. Faudrait que je vérifie. J'ai pas vérifié avant. Je viens de me poser la question à l'instant. Mais voilà, Pitt a sorti un match voilà, très intéressant pour gagner cette conférence entre les deux voisins. L'an dernier, c'était West Virginia qui avait gagné et Pittsburgh avait gagné il y a 3 ans. Vous savez, c'est une rivalité qui avait disparu pendant 10 ans quand West Virginia était parti en Big 12 et Pitt en ACC. Ce qui fait que depuis le retour de cette rivalité, Pitt est à 2 victoires pour 1 défaite. Tulane se déplaçait à Oklahoma. Victoire d'Oklahoma, 34-19. De ce côté-là, c'est un résultat plutôt normal, même si Oklahoma a eu du mal. Mais moi, j'ai la sensation, et dites-moi aussi ce que vous en pensez, que les Sooners ont du mal sur ce début de saison et a fortiori depuis que Brent Venables est arrivé. Ouais, c'est ce que j'allais dire depuis que Venables C'est est arrivé. c'est pas le Oklahoma des 40 dernières années, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui passe Non, pas, c'est dur, c'est hein. compliqué. Ouais. C'est dur, hein. Tu passes quand même de Riley à Venables, tu Et Bob passes vraiment Stoops. tu passes vraiment du coq à l'âne, hein. C'est compliqué. Et puis, moi, tu le sais, je suis un des premiers à dire que Riley head coach, j'ai encore quelques doutes, mais par contre, on est tous d'accord pour s'accorder à dire que c'est un des play callers et un des designers de play offensif les plus talentueux, je pense, je vais dire du college football, mais je pense du football tout court. Du football tout court, ouais. Donc ouais, c'est dur. Les gens se rendent pas forcément compte du niveau de création offensive et de possibilité d'aller gagner tes matchs par l'attaque. Et on sait qu'en college football, ça compte énormément. Donc ouais, je suis pas étonné. Et en même temps, comme tu dis, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et surtout que Oklahoma sera au révélateur Tennessee la semaine prochaine, qui sera le match de la semaine, celui que vous devrez regarder, bien entendu. Ça sera à 21h30. Hein. Je rappelle que les deux programmes sont en sec. Oklahoma est en sec depuis cette année, parce que Tennessee connaît un début de saison quand même très très fort, bien que l'opposition ait été assez mauvaise. Même si les Volunteers ont affronté NC State, mais NC State qui semble vraiment pas bon. Là, ce samedi, Tennessee a battu Kent State 71-0. C'est voilà, leur record de points depuis 1929 et ils ont produit 740 yards en attaque, près de 400 yards à la course. Ça va être un match vraiment qui nous en dira beaucoup en fait sur ce Oklahoma de 2024. Et honnêtement, quand tu vois le niveau de Tennessee et malgré cette opposition plutôt faible, j'ai peur pour les Sooners. Maintenant, on sait aussi qu'on se magnifie, et ça c'est à l'échelle de tout le monde, on se magnifie lorsque l'adversité est meilleure. On joue au niveau de son adversaire, mais j'ai peur que ça se passe mal pour Oklahoma et j'aimerais d'ailleurs bien savoir quelle est la cote de ce match. Tennessee part avec combien de points en tant que favori? Si vous me laissez 5 secondes, normalement je peux vous trouver. Je te dis ça. -6. Mm. Tennessee est favori de 6 points alors que le match sera à Oklahoma. Moi j'ai 7, ouais. Ouais. Et sachant qu'il y a 2,5, enfin en général on ajoute toujours 2,5 pour l'équipe qui accueille la rencontre. Donc ouais, Tennessee est vraiment archi favori sur cette rencontre. Mais tu vois, J'ai hâte de. le over-under à 57,5, je pense que ça va taper over très très facilement. Ouais, je le prends facile. Ouais, easy. Ryan, Tennessee, ça déroule. Hein. Kevin, je sais pas si toi t'as regardé Tennessee. Peut-être que toi, Ryan, t'as regardé Tennessee un petit peu cette année. Je sais pas ce que t'en penses Franchement, cette avec saison, Nico Yamilava. je les ai très peu regardés parce que les matchs m'intéressaient vraiment pas trop. Et de ce que j'ai vu du bon et du moins bon de Nico. Mais franchement, j'aime énormément le profil. J'aime beaucoup le potentiel et justement, j'attends qu'il prenne un petit peu d'XP sur le terrain et je suis impatient de le voir justement dans des gros matchs. Là, le match contre Oklahoma, ça va faire partie des matchs justement, comme tu le disais en introduction, que je vais regarder moi personnellement. Pour moi, ça fait partie des gros matchs de la semaine.
Mais j'attends de voir. J'attends de voir. Pour l'instant, l'échantillon est encore faible et je l'ai pas assez regardé pour vraiment te donner un avis définitif aussi. Kevin? Ouais, moi j'ai déjà Oklahoma sur Tulane. En fait, j'ai surtout été déçu par Tulane parce qu'ils se sont surtout fait battre par Arnold, le QB d'Oklahoma, au sol, parce il est pas transcendant à la passe, mais le problème c'est que quand tu défends le zone read comme si c'était Peyton Manning en quarterback qui faisait le hand-off, c'est problématique et il les a absolument découpés sur le zone read. J'étais assez choqué du fait que ça fait un peu le dialogue dans les tuches, mais bon, tu passes une fois, ok, tu passes deux fois, ok, tu passes trois fois, ok. Bon, quand il te met du zone read dans la gueule tout le match et que t'as pas un call où t'as quelqu'un qui va faire en sorte de jouer le QB dessus, c'est un peu relou, quoi. Donc, ou même un spy sur les jeux de passe, bon bref. Mais à l'inverse, Tennessee, j'ai regardé un peu plus le run game parce que du coup, il y a une TT palette qui arrive sur le power run, sur le gap scheme et j'ai intégré du Tennessee contre NC State et j'aime bien leur run game, j'aime bien ce qu'ils font, j'aime bien le schéma, j'aime bien comment ça bloque, j'aime bien comment ça décroche. Je trouve que c'est bien coaché. Je pense que les 400 yards qui viennent de claquer cette semaine, c'est parlant aussi. Et Nico Yamaleava, je pense que lui aussi il fait partie de ces jeunes QB dont on va devoir suivre l'évolution parce que ça peut être un très très gros morceau. Mais en tout cas, on va dire que pour l'instant, sans aller dans le détail, sans aller scouter, sans aller chercher la petite bête, on va dire que visuellement il est bon. Je vais je vais réduire comme ça parce que j'ai pas parce que voilà, je vais être honnête, j'ai pas vraiment regardé Tennessee plus que ça, surtout le jeu de passe. Mais de ce que j'en ai vu, il est vraiment intéressant et je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal. Autre match qui, je vais dire, a été intéressant. Non, je trouve que le Tulane-Oklahoma était plutôt décevant, donc ce que je dis est complètement incohérent. C'est un match que vous devez plutôt voir en résumé. Ce que nous allons dire n'est pas très intéressant au final parce que ça donne une mauvaise image de ce qui s'est passé. C'était vraiment une superbe rencontre à regarder. C'est la victoire de Central Florida à TCU, 35-34, avec un comeback voilà, en seconde mi-temps de UCF. Qui voilà, est sur un bilan de 3 victoires pour 0 défaite, avec un KJ Jefferson qui lui aussi semble plutôt en forme. Là, sur ce match-là, il a lancé 230 yards pour 3 touchdowns. Et voilà, UCF, avec ce bilan de 3-0, avec encore des matchs très intéressants hein, pour les Knights, est une équipe qu'il faudra suivre cette année. Une équipe qui est bien coachée, hein. Gus Malzahn, bon, on pense ce qu'on veut du bonhomme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais ça reste un très très bon coach. Et là, il en est à sa combienième année? C'est quoi, sa troisième ou quatrième? Et je pense que c'est peut-être celle où UCF pourrait faire quelque chose d'intéressant. Alors, il affrontera Colorado, Florida, Iowa State, Arizona, Arizona State et Utah. Mais tu as moyen de faire quelque chose. Avec surtout un quarterback qui, mine de rien, t'offre des garanties. KJ Jefferson, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est le genre de joueur qui t'offre un plancher assez intéressant. Et on l'a vu à Arkansas. Hein, euh, bon, je grossis un peu le trait, mais il portait Arkansas sur ses épaules. Avec Raheem Sanders, le running back, je dis pas de bêtises en disant ça. Moi, surtout, je pense Non, non, qu'il non, Raheem Sanders, frérot, il est à South Carolina maintenant. Oui, non, mais avant, oui, oui. là, quand il Ah oui, était oui, oui. à. Il avait peut-être Traylon Burke sur sa première ou deuxième saison, Oui, ouais, aussi, oui, mais, évidemment, c'était un très bon mais joueur. je pense que KJ, je pense qu'il fit peut-être un peu plus avec ce qu'essaye de faire Gus Malzahn à UCF. On sait comment il aime les QB mobiles et comment ça fit dans son schéma offensif. Donc, moi, je t'avoue que tu viens de m'apprendre que KJ pour moi, il avait gradué, il avait arrêté le football, Dieu soit loué. Mais visiblement, il joue encore. Clairement, comme tu disais tout à l'heure, on aime ou on n'aime pas. Moi, je me classe plus dans la deuxième catégorie. Mais après, à voir pour UCF, encore une fois, c'est un programme que j'aime bien offensivement. Donc, à voir ce qu'il peut faire. Je pense qu'il fit plus ou moins avec ce que Malzahn veut faire. Maintenant, tu parlais tout à l'heure d'un certain plancher. Moi, j'aimais peut-être un peu plus de doute à ce niveau-là. Dans le contexte de Central Florida, qui peut-être, contrairement à certains programmes, ne peut pas avoir
de bons quarterbacks tous les ans. C'est plus dans ce sens-là que je le disais. C'était pas voilà, intrinsèquement, bien entendu. Mais oui, je suis d'accord avec toi si on fait fi du contexte, hein. On va passer à une dernière rubrique avant évidemment celle des MVP. Je savais pas comment on l'appelait, alors je l'ai appelé le coin des nullards. Est-ce que je vous laisse Les deviner nullards. Tu me est-ce dois que de je vous la laisse thune, Gus. il y a 3 équipes de nullards. Je vous demande de les deviner. Bah, Florida Vas-y, déjà. 3 commence équipes de Ryan. nullards. Ouais. Bah, Florida déjà, sûr et certain. À toi, Kevin. Colorado State. Non, j'ai dit qu'aujourd'hui on faisait un podcast dans la bonne Non, humeur et Kevin, sans hate. reste Non, dans le non, non, même, non, reste dans le non, même non. état, frérot. Si, Non, c'est quoi? Non, non, c'est quoi? C'était même pas pour de la hate, c'était dans le sens où ils ont jacté, ils ont paumé. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. Euh... va pas la chercher loin. Dans le même état, frérot. Une équipe Une de équipe de merde. Ah bah oui, la dans le même état, oui, déception de pardon, l'année, ouais, gros. oui, mais c'est même pire que ça. Je pense qu'on est au-delà de l'année. FSU, les Seminoles, du coup, logiquement. Ouais, donc là vous en avez 2 sur 3 et maintenant la troisième, c'est plus compliqué mais c'est aussi en sec. Enfin c'est aussi en sec, c'est en sec comme Florida. Euh... euh, euh, Ole euh, Miss, on est tous déçus par Ole Miss, cette équipe de mort. Ah non, pardon, désolé. Non, Non, bah non, mais non, bah non, mais Mississippi, les Mississippi Bulldogs. State. Bah oui, Ouais, Mississippi Ah, mais State, les exactement. Bulldogs. ouais, Bah si, Bah, ils sont fait écarteler par Toledo, oui, parce frère, qu'ils avec sont tout fait le éclater par respect. Toledo, oui. bah Mais voilà, bon, commençons par ça, alors que Toledo était l'une des équipes qui voyait le moins ses titulaires revenir. Défaite 41-17. Franchement, perdre à domicile quand une équipe comme Mississippi State face à Toledo, une équipe de la MAC, 41-17, t'es des favoris de 10 points, c'est honteux. 41-17, c'est honteux. et d'ailleurs, on passe le bonjour à Toledo France, bien sûr. Oh non. Euh, Non, mais oui, c'est vrai que j'avais zappé, mais tu vois, j'ai même pas. Tu sais, c'est quelque chose qui est passé au-delà de mon radar et que j'ai appris ce matin que Toledo avait totalement humilié Mississippi State. Parce qu'il n'y a pas de Euh, buzz sur Mississippi State, il n'y en a plus ouais. depuis Dak Non, Oui, mais mais en Prescott. fait, et c'est pour ça que tu vois, pour moi, c'était même pas les nullards parce que tu vois, Mississippi State, j'en attends rien en fait. Tu vois, ils se sont fait même taper la semaine dernière. non, mais moi, en fait, j'en ai juste. Ils sont chiants avec toutes leurs cloches à la con dans leur stade là. Je Ça, c'est vrai déteste que voir leur match à Ouais, ça domicile. ronfle, ça, ça c'est ronfle. particulièrement casse-couille. Mais en fait, j'en ai juste marre d'avoir raison, c'est-à-dire qu'au moment de. Genou. Bah non, mais c'est réel, c'est au moment du décès de Mike Leach, RIP frérot, j'avais dit que les années à venir pour Mississippi State risquaient d'être très, très, très compliquées. Ça s'est pas forcément ressenti l'année +1, mais là, je pense qu'ils sont en train de prendre une sacrée tarte dans la gueule. Ah, là, c'est Ils, une ils tarte. ont Ouais, raté, ouais. ils ont raté le coche en fait du CFB moderne au niveau du Pourtant, recrutement. ils ont quand même nommé un head coach Jeff Lebby, tu vois, un coach qui a un pédigré offensif intéressant, quoi. Ouais, mais À maintenant défaut d'être une merde humaine. oui, mais maintenant ça suffit plus en fait. J'ai envie de te dire, Gus, d'être juste un bon coach. On l'a vu avec tous les coachs qui ont dit, qui sont sortis notamment dans la presse en disant, je crois que c'était l'année dernière, que le CFB était en train de changer très très vite et que maintenant il s'agissait plus de coacher, mais qu'il fallait aussi être un élite recruteur et qu'il fallait recruter toute l'année et qu'il fallait être présent sur le portail des transferts. Mississippi State, c'est nul. C'est nul et en plus à côté d'eux, ils doivent faire avec Lane Kiffin qui lui pour le coup est monstrueux en termes de recrutement, a compris la hype, a compris comment les lycéens fonctionnaient aujourd'hui, Recrutement sur à le portail des transferts, hein, je mais précise. surtout, bien sûr, Ouais. surtout sur le portail des transferts, mais il en a fait sa marque de fabrique. Le fait est que cette année, Ole Miss arrive avec une étiquette de limite de Dream Team. C'est pas le cas de Mississippi State. Donc au bout d'un moment, c'est compliqué. Tu l'as dit en plus, Jeff Lebby, tu l'as dit, est une merde humaine. Ça aide pas forcément pour les jeunes parce que ça parle beaucoup, je pense, entre les joueurs, entre les équipes. Tu vois, c'est plus, je trouve que c'est plus cloisonné comme avant, avec des Ah, tu vrais. penses? Ah, ouais, Moi je trouve. ouais, je pense que je suis d'accord avec toi Je là-dessus. trouve Ouais. qu'il y a plus délire d'équipes qui se haïssent ou de conférences un petit peu sectaires ou quoi comme il y avait avant. Maintenant, tous les joueurs se parlent, tout le monde a les instas de tout le monde. Tu vois, donc c'est compliqué. Et les Bulldogs, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont manqué le coche. Et maintenant, en fait, pour rattraper le wagon,
pour moi, ça va être compliqué, surtout en sec. Et puis On sait comment oui, et puis c'est ça, je vous ai cassé les couilles pendant des mois avec ça. La SEC, c'est. le format de la SEC aujourd'hui est un format qui tue les petits. Et Ah ouais, ces ouais. équipes-là n'arriveront jamais, ou alors à de rares exceptions, à faire des très belles saisons. Ou alors il va falloir encore une fois tomber sur le bon coach qui Ouais. trop dynamise le truc, Ah, mais bon, tu feras Peut-être. une bonne saison sur 9 saisons paillasson, quoi. Ah ouais, mais c'est comme ça. Ou attendre que Lane Kiffin se barre dans un autre état et du coup libère un petit peu le Mississippi, mais c'est pareil. Tu La vas avoir un Floride? Kellen. Ouais, mais tu vas avoir un Kellen DeBoer qui va venir piocher dans le Mississippi. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. On le disait maintenant, quand tu rates le coche, pour récupérer le wagon derrière, encore plus dans les deux conférences monstrueuses Big Ten et SEC, c'est dur, hein, c'est dur. Et malheureusement, on est en plein dedans. Et d'ailleurs aussi, je me permets de passer à la suite, Ryan. C'était la première victoire d'une équipe de la MAC face à un membre de la SEC depuis 2015. Et à l'époque, c'était déjà Toledo qui avait battu Arkansas, quand Arkansas c'était vraiment pas bon. Euh, et d'ailleurs, je me demande si c'était pas sous. Ah non, c'était pas sous ce coach-là. Non, non, je pense pas. Je pense qu'il était arrivé après. Bref, c'est pas très important. Et devinez qui affronte Mississippi State la semaine prochaine dans un merdico des plus merdiques. Florida, du coup. Florida. Starving. Honnêtement, on Je va crois que je tous vais le le regarder. regarder. On va tous le regarder d'un air coupable, on va pas se Ouais, mentir. honnêtement, Pour je voir pense, lequel est plus nul des deux. je pense qu'on va le regarder de la même manière que les gens vont regarder le Giants Panthers à Munich. Tu vois, Pareil. Ah, tu vas le regarder, mais c'est un peu malsain. Tu vois, ah, le, ah, le tu, tu, beau tard. tu regardes, mais il n'y a aucune gloire à regarder ça. Tu te sens sali à la fin du match, tu vois. Genre un petit peu moi devant le Giants Commanders. Tu sais, Ouais, vraiment, voilà, t'as c'est ça. l'impression de voir deux autistes qui se tapent sur la gueule. T'es content, mais en même temps, tu te dis c'est pas bien. Tu sais, c'est le même avec les deux clowns qui jouent au basket, là. Je sais pas si tu vois. Si. Bref, Florida qui a perdu à domicile face à Texas A&M 33-20. Je trouve que le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, tant ils ont été dominés malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça commence à peser sur Guillaume, d'autant plus que Texas A&M était sur une série de 10 défaites d'affilée à l'extérieur, que leur quarterback, Connor Wegman, ne jouait pas, il avait une blessure à l'épaule, et que c'était un redshirt freshman, le titulaire au poste de quarterback, Marcel Reed, c'était sa première titularisation en carrière. Ça a été la défaite de trop. D'ailleurs, le conseil d'administration de la fac a convoqué un conseil d'administration le lendemain matin, donc le dimanche matin, pour décider certainement, parce que ça n'a pas fuité, mais de virer Billy Napier. Et je pense que l'idée, en fait, c'était de sonder les boosters, les gens qui financent, pour ceux qui ne savent pas, les universités, les programmes athlétiques notamment, pour leur demander s'ils étaient prêts à payer son buyout de 25 millions de dollars. Ce qui semble être le cas aujourd'hui. On est quoi? On est lundi soir. Donc, Billy Napier devrait bien être viré et le poste de Florida sera l'un des postes, bien évidemment, euh, l'un des postes les plus convoités du pays lors du prochain coaching carousel. On passe à une autre équipe de Floride, c'est Florida State, qui n'a toujours pas gagné en 2024 avec une défaite cette fois-ci face à Memphis sur le score de 20-12. C'est le troisième programme depuis 1998 à commencer la saison euh, avec 3 défaites pour 0 victoire après avoir été classé dans le top 10 de les People de pré-saison. Rien ne va, Florida State. DJ Uiagalelei est incapable de bien viser, de lancer le ballon Il a dans jamais les... été capable de quoi que ce soit, de toute façon. On va être honnête, au bout Oh, d'un c'est un moment, peu dur quand même, non? il faut dire les termes. Il a Aussi. jamais été potable. D'accord? Il y avait des critiques sur lui à Clemson. Il est parti à Corvallis, c'était de la merde. Là, il part à Tallahassee, c'est de la merde. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. D'accord? Il a jamais rien foutu. Je suis d'accord que c'est pas lui qui est responsable de tous les maux de Florida State. On va être d'accord parce que l'équipe ne ressemble pas à grand chose à tous les niveaux. Mais hein, tu sors de. Je sais plus, j'avais vu un tweet à un moment qui disait qu'il n'y a jamais eu autant
de différence, mais dans le sens négatif, entre un passage comment il s'appelait, de Jordan Travis à DJ Jordan Travis, Ugalele. Genre, c'est vraiment désespérant, quoi. Je pense que même Jordan Travis, après sa blessure, le lendemain, il joue mieux que DJ Ugalele. Même avec Et la jambe en puis, biseau, je pense qu'il jouait mieux que DJ, d'accord? Donc, au d'ailleurs, bout il d'un est dans quelle moment, franchise NFL, Jordan Travis? bah, tu vois, je pourrais même pas te dire. C'est pas les Jets qui l'ont mis sur hier ou Practice Squad ou je sais plus quoi. Je crois que c'est les Jets parce que derrière Je sais, je dois ils vont chercher Martinez de Nebraska qui Martinez. est passé en UFL. C'était le Et... MVP de la dernière Ouais, saison NFL, non? Ouais. ouais, c'est ça. Et en fait, c'était ça. Je crois qu'ils chopent le dernier spot et du coup, finalement, Et ils l'ont c'est reversé en Practice effectivement, Squad parce il est que chez les, Travis il est chez les Jets. Il ouais, est sur ouais, la ouais. pup list pour l'instant. Ouais, c'est ça. Bah oui, forcément. Et puis, J'avais il y a plus si aussi, je c'était pense ça ou l'hier. que Florida State, au-delà du poste du quarterback, ça a montré peut-être les limites de procéder exclusivement par le portail des transferts. Ça peut marcher une année comme c'était le cas l'an dernier. Et là, pour le coup, c'était une année exceptionnelle et ça a été complètement réussi. Mais là, en 2024, et ben, quand tu changes autant ton effectif, bah, ça peut pas tout le temps marcher. Et c'est ce que plusieurs journalistes, hein, c'est pas une idée qui vient de moi, mais c'est ce que plusieurs journalistes mettent en évidence. Là, je comprends pas. À Colorado, ça marche grave bien pourtant. Putain, pardon, désolé. MDR. J'ai le seum qui revient des fois comme ça, là. Ouais, Désolé. c'est qu'on appelle ça des spasmes, tu sais, ça C'est revient ça. comme ça. J'ai le Gilles de la Tourette, mais juste avec Colorado. Tu vois, Il drive Bah là, comme ça de temps en temps. j'espère que t'as pas Gilles de la Tourette pour te rappeler de ton MVP de cette semaine. Les gars, Ouais. quels sont vos MVP de la semaine 3 de College Football? Ouais, tu sais quoi, je voulais mettre un mec qui avait un nom grave drôle qui m'a fait marrer. Il s'appelle Fluff Bothwell. C'est le running back de South Alabama. Mais bon, vu qu'ils ont joué contre Northwestern State et qu'ils ont gagné 87-10 et qu'ils ont joué la Mercy Rule dans le quatrième quart-temps, on va peut-être pas déconner, hein. Ah, mais comment tu veux Euh, que je reste sérieux quand j'entends ça aussi à un moment Mon donné, prénom c'est gros? Fluff, gros. Je suis désolé, à un moment Ah donné, non, mais frère, il te faut demande un remonter les codes. MVP, tu mets un all-time name team, frère. Je t'écoute Mais pas, gros. comme la semaine dernière, De Ouais, quoi? vous faut êtes pas déconner. Non, moi, la semaine dernière, j'ai joué le beau jeu. Tu vois, j'ai choisi comment dire, la prestation collective. Lui, là, il me parle de fluff. Vas-y, casse-toi, gros. Non, alors pour le coup, je vais mettre Kal-El Mullings, et pas parce que je suis fan de Superman. Non, parce que je trouve qu'en tant que Je vais le RB2 baiser dans ton un... pote, Gus. ça, je le connais pas. Il n'y avait pas Superman? Oh là là, Gus. Bref, Non, T'es non, mort. non, 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 T'es mort, Kevin. je connais pas son pote. non, mais du coup, c'est le RB2 de Michigan, et dans un match qui était un peu compliqué, enfin, un peu compliqué niveau QB, on n'en a pas forcément parlé, mais Michigan a battu Arkansas State 28-18, et Mullings, qui est donc le running back 2 derrière Edwards, qui finit avec 15 portées, 153 yards, 2 TD, donc un petit 10,2 de moyenne par cours. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, pour un mec qui est deuxième dans la depth chart, ce sera mon MVP de cette semaine. Ryan. Bah, je suis hyper étonné parce que je m'attendais vraiment à faire le suiveur vu que tu as lancé Kevin en premier. Mais non, moi, mon MVP de cette semaine, bah, c'est un mec qui a brillé dans une opposition de rivalité. Et c'est le quarterback de Kevin, tout simplement, Dylan Gabriel, qui sort un match vraiment pas extraordinaire, mais extrêmement propre. Ouais. Et j'aime ça, tout simplement. Il finit à 20 sur 24, donc ça lui fait un pourcentage de complétion de 83%, 291 yards, 2 TD, auquel il rajoute en plus en 4 portées seulement 64 yards et un autre TD à la course. Sur ce match, j'ai vraiment retrouvé un petit peu le Dylan Gabriel qui me faisait rêver les années précédentes, notamment grâce à ses jambes, mais aussi à une poche qui, pour une fois, a su le protéger. Mais donc, je voulais mettre ça en avant. C'est cool de voir Dylan Gabriel sous le maillot des Ducks produire, et notamment dans un rivalry game. Donc, c'était cool. C'était cool, et donc c'est moi MVP. Et juste un petit truc pour ajouter sur Dylan Gabriel, parce que j'ai pas forcément parlé de lui pendant le match d'Oregon. Il est à 79 sur 94 à la passe cette saison. Il est à 84% sur la saison.
pour 6 TD, 0 interception, il a un pourcentage qui est presque 10 points au-dessus. Alors pour l'instant, hein, on va se calmer. Ouais, mais c'était déjà ça l'an dernier aussi pour Bonix, je m'en souviens. Non, mais il a quand même, non, mais il est quand même un pourcentage qui est déjà 10 points au-dessus du record que Bonix a battu l'année dernière. Donc certes, l'opposition n'est pas ce que Oregon va se taper dans le reste de la Big Ten, mais c'est vrai que sur cette partie-là, il est relativement impressionnant, au moins dans les choix. Il est au moins au niveau de ce qu'on avait avant. Moi, mon MVP, c'est un quarterback, c'est Caden Velkamp, le quarterback numéro 2 de Western Kentucky dans la victoire des Hilltoppers face à Middle Tennessee 49-21. Alors si je l'ai choisi, bon, c'est déjà que sa performance est vraiment bonne, 398 yards, 27 passes complétées sur 30 pour 5 touchdowns et aucune interception. Mais c'est d'autant plus impressionnant qu'il n'était pas le quarterback titulaire en début de match, mais c'était TJ Finlay. TJ Finlay, le quarterback en T-Max. le, le meilleur pote de Ryan. Il est en Y quand il voit des keufs. Et en fait, TJ Finlay s'est blessé à la jambe. Et voilà, bah, il sort du banc avec avec cette performance statistique et la victoire, c'est mon MVP de la semaine. Est-ce que tu penses que TJ Finlay il va mettre les trottinettes là? T'as vu, ils ont des trottinettes pour les jambes blessées. Tu sais où ils sont sur une jambe. Ouais, Est-ce que tu penses qu'il va se mettre un Y avec ça ou pas? Il va avoir ça, mais en 125. Bah, lui, il est temps que le college football se finisse parce que je pense qu'il a fait 4 programmes et vu la performance de Velkamp et s'il réitère la même la semaine prochaine face à Toledo, TJ Finlay ne retrouvera pas son poste de titulaire. Je t'assure, il est pas pressé que ça se termine, hein, parce que lui saisons. va aller bosser à Walmart très très vite. Ouais, tu parles, il va avoir un medical redshirt. Non, mais est-ce que vous vous rappelez Blue Mountain State, la saison 2, Raydon, quand il dit qu'il a déjà joué au football, vous vous rappelez quand il dit où est-ce qu'il a joué? Le mec, il va arrêter le college football, il va aller jouer à Rikers, gros. Il va se faire arrêter bêtement. Gros, c'est... Lui, clairement, il a pas envie que le college football s'arrête, hein, je suis d'accord. Hein, parce que lui, s'il finit caissier à Walmart, c'est miskin, je pense. Hein. Miskin, je l'aime bien en plus, TJ. En revanche, nous, on a envie que cet épisode s'arrête parce que ça fait 1h22 que nous sommes au micro. Merci Kevin et Ryan d'avoir été là ce soir. Mais c'est les coupés! Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouveaux épisodes, à commencer par samedi avec le 1-2-6, rendez-vous à 17h comme chaque semaine, et début de semaine suivante pour le résumé de la Week 4 de College Football. Salut à tous. Ciao, ciao tout le monde.